10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, lundi 27 janvier, enfin le mois de janvier se termine. Ah bon? Vous en aviez marre du mois de janvier? Oui, c'est le mois qui semble le plus long, je trouve. Ah bon? Il y a plein de blagues sur Internet, vous n'avez pas vu, sur les réseaux? Plein de blagues, vous n'allez pas sur les réseaux, bien sûr. Notre invité, lui, doit y aller quand même, François Sorel. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Journaliste tech, vous êtes le présentateur, journaliste de Tech & Co, la quotidienne du lundi au jeudi de 20h à 21h30 sur BFM Business, en radio et en télé sur la plateforme Tech & Co. Si vous cherchez Gilles, en général, c'est là qu'il est. Oui, absolument, je suis fan. François, vous présentez également l'émission. Un autographe tout à l'heure, Voilà. sans aucun problème. De quoi je me mêle chaque week-end sur BFM Business et sur toujours la plateforme Tech & Co. C'est vrai que le service public n'a aucun magazine de technologie. Il y a eu une époque où il y avait Laurent Broumed et un tas de gens qui faisaient des magazines de technologie. Il y en a sur aucune chaîne. Enfin, il y a eu égal M6 quand même. Oui, mais qui est pas dans le même. Plus dans la science. Mais la technologie, elle est là, présente dans toute notre vie. C'est-à-dire que ça soit les téléphones portables, nos ordinateurs, l'IA. Et vous êtes les seuls à avoir une émission aussi forte. Alors c'est vrai, et on devrait être heureux de cet état de fait pour nous à BFM Business, mais en fait je trouve ça assez triste, parce que mine de rien, à part quelques radios du service public, moi je me souviens France Info, il y avait Jérôme Colombin qui faisait des choses très bien. Mais bon, c'était 3 minutes tous les jours finalement, ce qui est peu quand on se rend compte de la puissance aujourd'hui de l'innovation et de la technologie dans notre vie. C'est vrai que les médias ne traitent pas la tech, ou alors la tech la traite avec un angle qui n'est pas le bon. Ça va être par exemple la tech, un fait de société et l'impact de la tech sur un fait de société. Mais en fait, il faut évoquer l'innovation comme un vrai angle éditorial. Et c'est ce qu'on fait, on essaie de faire humblement tous les soirs sur BFM Business dans Tech & Co. Et puis de parler des produits, de parler vraiment du concret, et non pas de faire effectivement. Vous vous rendez compte qu'on a dans notre poche un appareil qui évolue de manière perpétuelle avec de nouvelles fonctionnalités. Je vous parle même pas de l'IA qui est en train de bouleverser, qui est un tsunami dans notre société. Mais le smartphone mériterait 1 heure de formation tous les jours. Il y a plein de gens qui ont un smartphone et qui se servent de. Pour Valérie. Je donnerai des petits cours particuliers après si vous voulez. Non, mais c'est vrai que donne déjà, monsieur. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on se sert quoi de 5-10% des capacités de nos téléphones. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre téléphone qu'on n'imagine même pas pouvoir faire. C'est ça qui est dingue. Et on essaie de faire ça tous les soirs. Et vous étiez au CES de Las Vegas. Ah oui, donc ça c'est un peu grand salon des nouveautés de la technologie. Oui. On a pu voir ici ou là des reportages. Vous allez nous dire vous ce que vous en avez retenu. Et puis on va parler de Stargate également. Et puis peut-être de l'arrivée d'Elon Musk, effectivement. Allez, on passe au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est un moment fort de la télévision ce week-end, que d'ailleurs, François, la technologie a permis. L'interview de Charles Bietri, je ne sais pas si vous l'avez vu dans 7 à 8, qui mène un combat contre la maladie de Charcot, un mal incurable qui ne laisse plus que quelques semaines ou mois à vivre. Et c'est grâce donc à une voix de synthèse, puisque la maladie lui l'a rendu muet, c'est une voix de synthèse, grâce à une voix de synthèse qu'il a pu répondre aux questions de Audrey Crespo-Mara. C'est assez fort. Est-ce que votre voix, reproduite en intelligence artificielle, vous convient? Oui. Vous écrivez dans vos mémoires « Être enfermé dans le silence et prisonnier d'une bulle où personne ne peut rentrer, c'est une torture ». Une torture? Oui, c'est à peu près ça. Les mots sont dans ma tête et je ne peux pas les faire sortir. Alors on se recroqueville et on risque de ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Mais vous parvenez à en rire. Comment faites-vous? Mais Audrey, je suis vivant. Il me reste quelques semaines ou quelques mois à vivre. Pourquoi voulez-vous que je les gâche et que je gâche la vie de mes proches? Je veux en profiter et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider la recherche et les autres malades. Au printemps 2024, vous dites avoir reçu comme un cadeau du ciel le projet d'aide à mourir du président de la République. C'est déjà dur de mourir, mais alors mal mourir, c'est double peine. Souffrir au fond d'un lit d'hôpital, étouffé, ne plus avoir le moindre échange avec ceux qu'on aime et qui ont mal de vous voir espérer la mort, tout en sachant qu'il n'y a pas d'issue, c'est dur.
C'était un moment fort et quand on se rappelle de la voix métallique qu'on avait il y a 10 ans pour traduire les personnes qui avaient la maladie de Charcot, on voit que la technologie a fait des progrès incroyables. Alors évidemment, en plus, il y a une dose d'émotion qui est incroyable, parce que c'est vraiment le timbre de voix de Bietri qu'on connaît, qui a bercé nos années télé. Et encore, on en est qu'au début. Parce que là, il y a tout un travail de post-production, c'est-à-dire que Bietri a écrit ces textes qui après sont partis en post-production, et la numérisation de sa voix a été travaillée pour qu'on ait ce résultat-là. Mais aujourd'hui, avec la puissance parce que derrière tout ça, ce sont des ordinateurs, d'accord, et des processeurs de plus en plus puissants. Aujourd'hui, et on en parlera peut-être avec Stargate, il y a cette surenchère de puissance qui fait que demain, on aura ça en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de post-production. Vous écrirez quelque chose, vous pourrez poser une question à n'importe qui dont on aura numérisé la voix. Grâce à l'intelligence artificielle générative, on aura une réponse qui lui ressemblera. Donc on en est au début de tout ça. Coup de gueule samedi après-midi sur M6 dans l'émission La Grande Semaine. L'écrivain Alexandre Jardin, c'est un râleur professionnel. Dès qu'il y a Alexandre Jardin, il y a une râlerie. Alors il faut dire qu'il est donc venu râler sur les ZFE, qui va empêcher quand même 22 millions de conducteurs d'utiliser leur voiture. Je suis venu vous demander de réagir avant qu'on soit en enfer. C'était avant que les gens ne puissent plus travailler, avant que les infirmières ne puissent plus faire leur tournée, avant que les caissières ne puissent plus accéder au magasin, avant que surtout le pays entre en révolte. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de se rendre compte, les 13 millions de propriétaires, que par un trait, la valeur de leur bagnole a disparu. Elles sont plus vendables. Vous vous souvenez tous de cette séquence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous savez, avec la tête de Marie-Antoinette coupée qui apparaît dans le trou d'une robe rouge en chantant ça ira, ça ira. Ça ira, ça fait un peu polémique. Eh bien, sachez que ce week-end, elle était en vente, cette robe. Et oui, comme tous les vêtements des costumes portés durant cette cérémonie, une dernière braderie aux puces de Saint-Ouen. Les équipes de C'est à vous ont suivi celle qui a acheté la fameuse robe rouge. Allez, je vous donne un pari. Combien ça coûte d'après vous, François, Valérie? C'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. La robe rouge des Jeux Olympiques, écoutez la réponse. Aucune idée. Je suis là pour la robe Marie-Antoinette. C'est waouh, hein, c'est la pièce qui a fait son effet. Le prix de la robe, est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, mais je crois que les prix sont fixes, donc oui. 800. 800, ouais. C'est pas donné, mais pour ce que ça représente, c'est très abordable, je trouve. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bon, j'aurais dit 1000. C'est pas très cher, je trouve. Ça va. Non. Bon, après, elle n'est pas portable. Il y a un trou, il y a un carton derrière. En fait, c'est plus un décor où elle passait sa tête qu'une vraie robe. Donc, je pense que ça explique le prix. Et il a fallu attendre presque minuit, voire minuit 30 pour avoir le climax de la soirée de la Star Academy. Comme s'il n'était pas déjà très tard, Nikos Aliagas a laissé planer le suspense, mais alors planer comme jamais. Vous allez voir, il a répété sans fin. Et la gagnante est, Qui remporte la Star Academy? Marine, 24 ans, ancienne, future dentiste. Toujours le mot pour rire, mais d'une extrême sensibilité. Et Bonnie, 20 ans, un diamant brut, sens du show, voix, danse, elle a tout pour elle. La gagnante est celle qui va succéder à Pierre Garnier est la grande gagnante de la Star Academy est Marine. C'est un métier, voilà. On est sur la même longueur d'onde, c'est un métier. D'ailleurs, on recevra Marine, la gagnante, mercredi. Comme ça, je vais lui montrer mes carrés. Et il y aura également une autre gagnante le 13, 15 et 17 mai, ou gagnant à Bâle en Suisse, parce que ça sera le 69e concours de l'Eurovision. On n'a toujours pas notre candidate en France, mais certains pays commencent à faire des annonces. La Moldavie a renoncé à l'Eurovision. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de chansons assez fortes. Ils ont trouvé toutes les chansons nulles, donc ils n'envoient personne. Et puis il y a le Luxembourg qui ce week-end a présenté la chanson qui sera portée par Laura Thorne, qui représentera le Luxembourg. Et surprise, elle chante en français. La poupée monte le son. Retiens bien la leçon. La poupée monte le son. Bon,
On n'ira pas au Luxembourg en 2026. Pourquoi pas, c'est dans le temps. Hein. C'est un peu dans le temps. Allez, ça reste en tête. On se retrouve dans un instant avec jour, il y aura peut-être une IA qui représentera l'Eurovision. Avec François Sorel, donc dans un instant, Tech & Co, c'est sur BFM Business et également sur la plateforme Tech & Co pour parler pour faire le bilan du CES. On est curieux de ce qui va nous arriver en nouvelles technologies. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est François Sorel, journaliste tech. François Sorel, donc présentateur de l'émission Tech & Co, la quotidienne du lundi au jeudi de 20h à 21h30 sur BFM Business en radio et en TV sur la plateforme Tech & Co. Canal 231. Sur votre Freebox. François Sorel présente également l'émission De quoi je me mêle chaque week-end sur BFM Business et sur la plateforme Tech & Co. Et avec vous, évidemment, on va parler de ce CES de Las Vegas, de ce que vous en avez retenu. Quels sont les secteurs qui se développent le plus? Est-ce que c'est la maison, la santé? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui est plus performant que les autres? Après, le CES, c'est un peu la foire de l'innovation. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Vous avez tous les pays qui sont représentés. Et ce qu'il y a d'intéressant cette année, il y avait énormément d'Asiatiques et notamment de Chinois. On aurait pu croire qu'avec les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, les Chinois allaient être sous-représentés. Il y en avait beaucoup, malgré tout. Donc, comme quoi, le business et la tech n'arrêtent pas tout ça. Après les innovations, le CES de Las Vegas, la première chose, c'est l'image. Ça a toujours été le salon où les grands de l'électronique, les Samsung, les Sony, les LG, enfin voilà, bombaient leur torse pendant ce salon pour présenter leurs dernières innovations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y avait des écrans transparents. Alors, c'est pas la première fois qu'on en voit, mais là, on arrive à des degrés de perfection qui sont impressionnants. Imaginez une vitre, donc totalement transparente, sauf que vous avez une télécommande, vous pouvez allumer cette vitre et ça devient une télé avec une qualité d'image qui est exceptionnelle. Ça vous permet quoi? Ça vous permet par exemple d'accrocher cette vitre par exemple à un mur. Vous n'avez pas cette télé qui en général n'est pas très belle, qui est toute noire. Là, vous pouvez avoir un cadre en verre qui est plutôt joli puisqu'en plus il laisse passer la lumière. Vous appuyez, ça devient une télé. Vous pouvez aussi l'imaginer, par exemple, pour séparer une pièce. Vous savez, on parle beaucoup de verrières, de choses comme ça. Ben, vous pourriez imaginer avoir une télé, le suspendre, etc., etc. Et ça fait des années que ça planait au CES. Mais aujourd'hui, grâce à une technologie d'affichage qui s'appelle l'OLED, on arrive à une qualité d'image incroyable. Bon, le problème, c'est que ça coûte 60 000 €. Mais ça fait un peu cher la vitre. Ça fait un peu cher la vitre. Mais encore une fois, ça va baisser. S'il y a une demande, ils vont fabriquer des usines qui vont construire ces écrans et les prix vont baisser. La vraie tendance, c'est les robots qui ressemblent à l'homme et qui font des tâches de robots. Il y a eu beaucoup de robots au CES. Oui, il y a pas mal de robots, mais la robotique, elle est partout. Je ne sais pas si vous avez vu ces petites vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux qui étaient assez amusantes. Il y avait notamment, avant de parler des robots humanoïdes, les robots aspirateurs. Vous savez, voilà, ça cartonne, ça fait des années. Avec la chaussette? Voilà. Celui qui j'ai vu. Ça, c'est impressionnant quand même. Bon, je ne m'a pas impressionné. Ah bah quand même, le robot qui sort sa petite pince et qui enlève les choses qui sont devant lui pour pouvoir ranger. Imaginez, vous avez, je sais pas moi, votre robot passe chez vous, mais vous avez laissé des chaussettes, des choses comme ça par terre. Il a une petite pince qui sort de son ventre, il prend la chaussette, il va la ranger pour passer l'aspirateur où il faut, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, c'est alors évidemment, c'est gadget et c'est assez waouh, mais ça arrive. C'est dans quelques semaines que ça arrive. Il y a le petit robot de Samsung aussi qui roule et qui peut projeter, à qui on peut parler. Bolly. Voilà. Alors c'est un truc que Samsung avait présenté il y a plusieurs années, mais c'était toujours en prototype, etc. Mais là, ça sort aux États-Unis. Alors ça sort pas en Europe tout de suite, mais ça va arriver aux États-Unis. Et c'est un petit robot qui vous suit et qui a plein de fonctionnalités. Alors vous pouvez lui parler, bien sûr, il comprend ce que vous dites. Il peut projeter des images sur le mur. Il va vous suivre parce qu'il a des roulettes. Et ce truc-là, c'est un peu comme un assistant vocal sur roulette qui vous suit. Donc si par exemple vous pouvez passer un appel avec lui, il va vous suivre pour que la personne puisse toujours vous entendre. Vous pouvez lui dire, bah tiens, combien de temps je vais mettre ce matin pour aller au studio de Sud Radio. Il va vous projeter Waze sur votre mur et vous dire, bah vous mettrez 15 minutes. Il peut vous diffuser de la musique, des vidéos, etc., etc. Et c'est surtout un hub pour toute la maison connectée. Et ça aussi, c'était une grosse tendance de ce CES, c'est de
comment dirais-je, la volonté de tous ces industriels de connecter votre maison pour qu'elle soit plus facile et agréable à vivre, avec des objets qui vous permettent de piloter la lumière. Alors ça, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, vous avez des objets qui vont piloter tout ça. Mais ça veut dire qu'on est tout le temps écouté. On est tout le temps écouté, mais oui, mais on est qu'il y a un micro tout le temps ouvert. Ouais, pour que lorsqu'on dise, on a notre téléphone tout le temps à côté. Est-ce que mais tout ça, ça arrive quand? Il y a des choses. Il y a des choses qui sont. Ce petit robot Bolly là de Samsung arrive aux États-Unis. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne sort pas en Europe pour l'instant, mais il arrive aux États-Unis là dans les mois qui viennent. On peut imaginer que l'année prochaine il arrive en France et en Europe. Et ce robot là qui enlève les chaussettes, le robot aspirateur, il arrive là. C'est Roborock qui fait ça. C'est une grosse boîte de robotique. Ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Mais encore une fois, s'il y a une appétence de la part du public, en fait, les constructeurs vont en fabriquer beaucoup plus. Et après, il y aura des économies d'échelle et les prix vont baisser. Qu'est-ce qui vous a le plus épaté, vous, dans tout ce que vous avez vu? Il y a pas mal de choses concernant la santé. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet en plus qui nous concerne tous. Et on voit que le mix entre la santé et la tech est quelque chose qui va bouleverser, qui est en train de bouleverser notre vie. Alors, je vais pas aller jusqu'à Doctolib. Doctolib, imaginez quand même avant et après Doctolib. Ça a totalement changé notre vie. Mais là, on arrive à des appareils qui aujourd'hui arrivent à monitorer notre santé. Alors, il y a les montres connectées. On parlera tout à l'heure des lunettes, mais les lunettes vont être aussi un appareil qui va surveiller nos constantes vitales, et tout ça, en fait, tous ces petits trackers qui sont autour de nous vont surveiller notre santé sans qu'on s'en rende compte. Et au bout d'un moment, dès qu'il y aura on va dire, je sais pas moi, une variation de notre fréquence cardiaque, de la tension qui augmente, etc. Enfin, ou peut-être un déséquilibre, parce qu'on arrive aujourd'hui. Je trouve ça horrible quand on est hypochondriaque ou autre, d'être tout le temps au courant de sa santé. On vivait très bien sans savoir mais si on battait à 89, à 120 ou à 65. Mais c'est là où, quand on pose la question à l'un des boss de ce segment-là, qui est Eric Carrel, le patron de WeSings. On peut faire un cocorico, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment bouleversé cette santé connectée avec les montres, les balances, Et donc lui répond quoi à ça? Lui il dit, il faut surtout pas stresser, parce qu'on va pas être là tout le temps, vous n'allez pas recevoir tout le temps des notifications pour vous dire, oh là là, vous avez votre fréquence cardiaque qui augmente, etc. C'est sur le long terme, en fait. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est cette IA qui va surveiller toutes ces constantes et vous avertir dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais bien en amont. Et c'est ça l'intérêt de ce truc, de toute cette technologie, c'est de vous alerter lorsqu'il y a des signaux faibles avant que ça devienne grave. Donc, je dirais même que pour les hypochondriaques, c'est top. Vous allez pouvoir. Parce que vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré, finalement. Alors donc oui, c'est cette santé connectée. Il y a WeSings donc qui va proposer ce miroir, qui va être en vente ou qui est encore sous forme de Alors, test. quand on pose la question à Eric Carrel, qui est venu sur notre plateau de Tech & Co, d'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, tous les replays des émissions sont disponibles, évidemment, sur le site de BFM Business et Tech & Co. Quand on lui pose la question, il nous dit que là, ce qu'il a présenté au CES, imaginez donc une espèce de joli produit avec donc une immense balance connectée qui se poursuit avec un écran qui remonte comme ça, c'est un miroir si vous voulez. Et lui, il imaginait ce produit-là comme étant l'appareil ultime dont on doit se poser tous les jours pour qu'il justement prenne quelques constantes vitales tous les matins, pendant quelques secondes, votre poids, votre équilibre, votre fréquence cardiaque, analyser votre peau. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à des capteurs qu'on a sur ces miroirs connectés, on arrive à voir les veines et les artères qui passent dans votre visage, et on arrive à voir si votre tension est bonne. Enfin, on arrive à faire des choses incroyables. Et donc toutes ces données, il les récupère tous les jours, et dès qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller, vous recevez une notification où votre médecin peut être au courant. Qu'il ne les vendra pas à des laboratoires, toutes mes données? Après, je pense que les données médicales, c'est vraiment des données hypersensibles. Vous savez que pour aujourd'hui labelliser un produit de santé, il faut que ça passe dans des certifications qui sont hyper compliquées, aussi pour sécuriser nos données. Et donc WeSings est dans cette logique-là, et connaissant un petit peu la direction de WeSings, c'est pas dans leur intérêt de faire tout ça. L'idée, c'est que finalement,
ces données devraient arriver directement chez votre médecin. En fait, tout évolue sauf le téléphone. On a vu les nouveaux téléphones Samsung où il n'y a eu aucune évolution. En fait, on est arrivé à un plafond de verre sur les téléphones, non? Mis à part l'IA, évidemment. Alors, les téléphones, oui, on est à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un téléphone, c'est rectangle, ça a un écran, ça a des appareils photo et ça capte la 5G. On n'arrive pas à faire... On n'arrive pas à casser ce modèle, finalement. Alors, il y a les téléphones pliants qui arrivent chez Samsung. On parle d'Apple qui pourra en sortir un bientôt. Encore une fois, Apple, ils vont peut-être casser ils vont peut-être exploser le marché quand ils vont sortir leur téléphone pliant. Mais je pense que effectivement, les industriels essaient de réfléchir au futur du téléphone. Et le futur du téléphone, il y a certaines pistes, notamment les lunettes connectées, parce qu'on parlait du CES de Las Vegas. Oui, les lunettes, c'était. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu les lunettes Meta, les Ray-Ban Meta. Si, moi oui. Qui sont des Ray-Ban, donc des Ray-Ban qui ressemblent à des Ray-Ban traditionnels, sauf que vous avez à l'intérieur des bijoux de technologie. Vous avez un petit capteur, une petite caméra. Vous avez des haut-parleurs qui sont à l'arrière des lunettes. Vous avez une batterie, des processeurs, etc. Et elles sont connectées à votre téléphone. Et l'idée avec ces lunettes, c'est de pouvoir, passer vos coups de fil. Vous n'êtes plus obligé d'avoir des AirPods ou des écouteurs, parce que comme vous avez dans la branche des écouteurs, vous pouvez passer des coups de fil avec une super qualité. Vous pouvez aussi faire des photos. Vous avez une petite... Et des vidéos. Et des vidéos aussi. Et en plus de ça, vous couplez ça à l'intelligence artificielle et là, vous pouvez avoir des usages qui restent encore à inventer. Mais imaginez, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, devant un plat de spaghettis et vous regardez votre plat et vous posez comme question. Eh bien voilà. Et en fait, la caméra de votre paire de lunettes va analyser votre plat et vous dire, voilà. Selon ce que je vois, j'estime qu'il y a à peu près 300 calories dans votre assiette. Mais ça, c'est un petit... Ou vous regardez un bateau ou un monument, il vous dit quel est ce monument, quand il a été construit. Et ça, c'est déjà en vente ou pas? bien sûr. Ou alors vous ouvrez votre frigo, il va vous dire, tiens, ce que je scanne dans le frigo, vous pouvez faire telle ou telle recette. Oui, ça existe, c'est en vente. C'est en vente. C'est en vente. Combien, vous savez? Ça coûte dans les 300 € à peu près, la paire de lunettes Meta. Mais ils la mettent à votre vue aussi. Et vous pouvez bien sûr après. Ray-Ban, c'est des lunettes de soleil? Non. Alors en fait c'est EssilorLuxottica qui est derrière tout ça, qui est le géant en fait de l'optique. Qui organise d'ailleurs la semaine prochaine un grand événement à Orlando où ils vont présenter toutes leurs nouveautés. Il faut savoir qu'EssilorLuxottica, ils font quoi? Ils font les branches des lunettes en fait, donc les lunettes, mais aussi tous les verres. Et cette boîte-là investit énormément d'argent, des milliards, dans le futur de la paire de lunettes, parce que la paire de lunettes, suivant certains observateurs, ça va être le futur du smartphone. Et demain, on aura même des informations qui s'afficheront sur les verres de vos lunettes, en transparence. Avec une limite, c'est-à-dire que les lunettes qui sont vendues à Londres ne sont pas les mêmes qui sont vendues en France, parce que nous, on a des restrictions sur l'IA, c'est ça? Alors aujourd'hui, oui, en effet, c'est vrai que il y a comment dirais-je, le fait que nous, notamment en Europe, on essaie de réguler l'intelligence artificielle générative, et étant donné qu'on régule beaucoup, les boîtes américaines qui fabriquent tous ces objets-là ont un peu peur de libérer toutes ces fonctionnalités parce que ça pose des problèmes de vie privée, de RGPD, de choses comme ça. Il y en a, Valérie, qui ont un peu détourné le logiciel, et en fait, vous êtes dans le métro et vous dites à votre lunette, j'ai qui en face, il va scanner son visage, aller chercher dans toutes les images Facebook, machin, et va te dire, c'est Valérie Expert qui est assis en face de moi. Là, je viens de taper. Mais ça, Valérie, j'ai même pas besoin de poser la question à mes lunettes, je la reconnais tout de suite. Je viens de taper sur le Meta et truc, et il me propose une expérience virtuelle, et donc j'ai cliqué, et donc je me vois avec les Ray-Ban. Je viens de faire l'essai. Pour ceux qui n'ont, vous ne verrez pas, c'est incroyable. Vous pouvez essayer les lunettes que vous voulez avant de les acheter. Je la connais. Ouais, bon, ça fait. Non, peut-être pas. Mais c'est rigolo quand même. C'est pas mal. Et parlons bien en cuisine, en matière de cuisine, qu'est-ce qu'il y a de neuf? En matière de cuisine, j'ai pas vu grand-chose, à vrai dire. Les réfrigérateurs, c'est toujours un peu la même chose. On parlait tout à l'heure de cet écran transparent, vous savez, cette vitre. Eh bien, ça arrive aussi dans les frigos, c'est-à-dire que lorsque votre frigo est fermé plutôt, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous appuyez sur un bouton. Mais non.
Oui. En fait, l'écran transparent que j'évoquais tout à l'heure chez LG et Samsung arrive aussi dans les frigos. Donc, votre frigo est fermé. Donc il n'y a pas de déperdition de froid, etc., mais vous voyez parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur et vous appuyez sur un bouton, ça opacifie. Si vous en avez marre de voir ce que vous avez dans le frigo parce que vous avez rien. Oui, puis j'ai pas envie que les gens voient ce qu'il y a dans mon frigo. Voilà, et bien là ça se transforme en écran, ou en je sais pas moi, par exemple en photo de famille, des choses comme ça quoi. C'est très techno chez vous? C'est un peu trop techno, dixit ma femme. J'ai un peu trop de trucs, mais c'est vrai que je teste beaucoup de choses, mais j'adore ça. Et puis ça fait partie de mon job. Je suis obligé de tester des trucs. Vous testez quoi en ce moment? En ce moment, qu'est-ce qu'on vous a prêté? Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le son. Ouais. Parce que comme j'ai grandi avec un micro et un casque, j'adore le son et j'adore le concept de spatialisation du son parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire, qui sont folles et je teste en ce moment notamment la nouvelle barre de son Sonos qui s'appelle la Sonos Arc Ultra et qui est un produit incroyable qui restitue une qualité de son démentielle et je pense que ça va remplacer le home cinéma. Ah ouais, franchement, c'est impressionnant. Il n'y a qu'une seule barre, il n'y a pas d'autre. On peut avoir des haut-parleurs à l'arrière, mais simplement déjà, rien qu'avec cette barre, on se retrouve avec une qualité de son, de spatialisation du son qui est impressionnante. Mais mon joujou là actuel, c'est aussi les lunettes Ray-Ban Meta. Ah, vous les avez? Ouais, bien sûr. C'est rigolo. Et pour tout vous dire, je sors de ce studio. Pourquoi vous les avez pas amenés? En plus, elles sont dans ma voiture à 5 minutes. C'est dommage. Parce que juste après, je vais chez l'opticien me faire mettre des verres à ma vue pour pouvoir les utiliser. Vous auriez pu nous filmer à la place de mes lunettes que je pose actuellement. Pourquoi J'ai envie de voir. J'ai envie de voir au quotidien si ça sert à quelque chose ou pas. Et vous faites les calories dans l'assiette Je vais voir, je vais essayer de voir. Vous allez le tester. Bon. Ouais. Bon, nous aussi. Les calories dans l'assiette, à mon avis, ça va pas être bon vu ce que je mange. Mais bon. Mais je vais. Là, je suis en train de faire mon shopping. Vous voyez, pendant que vous me parlez, j'ai regardé la Sonos Arc Ultra, quand même 999 €. Ouais, c'est un peu cher. Mais il y a souvent. Alors, petit tips, il y a souvent des promos chez Sonos. Donc, de temps en temps, les prix vous reviendrez parce qu'on est un peu frustrés quand même. Il y a plein de choses encore dont on a envie de parler avec vous. On vous retrouve donc sur BFM Business, 20h, 21h30 et sur la plateforme Tech & Co. Merci François Sorel. Et puis notez quand même qu'on a une émission un peu techno. Absolument. Nous, tous les dimanches, sur Sud Radio, vous pouvez retrouver Vanessa Perez. Merci à vous. Dans un instant, on va parler de la revue de presse avec Jérôme Deverdière. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Jérôme Deverdière. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Journaliste. Je rappelle vos excellents livres. On peut vous retrouver. Non, mais c'est vrai, on a fait des coups de cœur. Une de mes premières lectrices. Voilà, coup de cœur des libraires. On en avait parlé. Et donc ce soir, sur Paris Première, 21h05, la 250e émission de la revue de presse. Déjà 250 émissions. Fille un coup de vieux. Vous ne les faites pas. C'est gentil. C'est la seule émission satirique de la télévision. C'est peut-être pour ça qu'elle dure. Ouais, mais c'est quand même une émission qui est devenue mythique, incontournable. Oui, c'est devenu un peu culte presque. Ouais. Enfin, avec je mets des pas être prétentieux, mais non, mais c'est vrai. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a comme toutes les émissions à la télévision est quand même devenue un média. Relativement âgé du côté des téléspectateurs et je commence à avoir des gamins vraiment de 20 ans qui viennent me voir par rapport à l'émission. Alors ils la regardent pas du tout à la télé, mais ils regardent les extraits de l'émission sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, etc. Ouais. Et donc il y a une transmission comme ça, c'est assez amusant. Vous vous souvenez de la première ? Ouais, je me souviens de la première. Alors ça s'appelait la revue de presse du Théâtre des Deux Ânes. Exactement, et c'était au Théâtre des Deux Ânes. D'ailleurs, j'ai ressorti pour une publication là sur les réseaux sociaux, j'ai ressorti des photos, un peu un avant-après quoi. Et alors on est un peu plus jeune, mais puis surtout l'espace est beaucoup plus petit. Enfin, on voit que l'émission a pris du volume, mais oui, je me souviens très bien de cette première émission. Et un de nos premiers invités, c'était Michel Rocard. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, parce qu'à chaque fois, on a un invité politique. Et ce qui est marrant, c'est que en réalité, on a
traversé 3 générations de politique, c'est-à-dire la génération Mitterrand-Chirac, qui était déjà un peu sur le départ quand on a commencé en 2007, mais qui était encore là quand même. Ensuite, on a eu la génération Sarkozy-Hollande, et maintenant on a la génération Macron. Donc on a Est-ce qu'ils ont de l'humour encore? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a des différences, c'est-à-dire que la génération justement Mitterrand-Chirac, en fait, c'est pas qu'ils avaient plus d'humour, ça se calcule pas comme ça, mais ils s'en moquaient un peu de savoir si ils étaient habitués à ça d'une part, et ensuite ils avaient suffisamment de pouvoir eux-mêmes pour non pas nous faire dire, mais ils passaient au-dessus, quoi. Mais qui sont les plus drôles, la gauche ou la droite? Ah, alors, est-ce qu'il y a un humour de droite, un humour de gauche? Est-ce que l'humour a une couleur politique? Objectivement, ça dépend des individus, non? Ouais, ça dépend des individus, mais c'est vrai, ceci dit, qu'aujourd'hui, on va dire du côté de... Mais vous voyez, j'allais dire du côté de l'extrême gauche, on a plutôt de tendance à avoir moins d'humour qu'avant. Mais par exemple, les communistes, André Chassaigne, Léon Desfontaines, etc., sont venus. Roussel, énormément d'humour, il a rigolé avec nous, etc. Du côté de la France Insoumise, c'est un peu plus compliqué. Il rigole moins. Il rigole moins, c'est pas dû à certains sketchs, parce que la force de la revue de presse, qui sera en clair ce soir sur Paris Première et en direct. On m'a dit Canal, il fallait absolument que je dise Canal 41, moi j'y comprends rien, mais Canal 41 de la TNT. Et c'est en direct. Et c'est votre force d'être en direct, justement. Et puis aussi, moi, ce qui m'a étonné dans ces 250 émissions, c'est la liberté de parole qui est des sketchs. Et je vous ai pris un extrait de Régis Maillot. Vous allez voir, il n'épargne pas la France Insoumise. Le sketch est très, très costaud, on va dire, au vitriol, comme on dit. Je me précipite dans une librairie écoféministe du 11e arrondissement de Paris, me procurer le dernier ouvrage de l'écrivaine inclusive Géraldine de Verdière pour son ouvrage intitulé La robe. La vendeuse, Gaëtan, une bretonne en transition, on appelle ça une galette saucisse. C'est pas mal ça. Me colle une droite en m'aspergeant de sang de menstru que lui avait fourni le planning familial afin de se protéger des micro-agressions patriarcales. Gaëtan me répond avec mépris, il me dit pas de la robe ici, en revanche on peut vous proposer la burqa, un roman de jeunesse de Sandrine Rousseau qui évoque la joie et l'embellissement de 5 femmes vivant en timeshare avec un taliban dans un ancien jardin ouvrier de Montreuil. On me dit c'est écoféministe, c'est merveilleux, elles portent chacune une burqa végétalisée. C'est le même principe qu'un potager partagé. Les 2 premières font pousser des légumes, la 3e a une jambe de bois, sert de tuteur à tomates. La 4e fait pousser des aromates et la dernière du cresson dans le barbu. C'est incroyable de pouvoir diffuser ça en prime time. Moi, c'est bizarre, mais ça me surprend pas. Non. Et je suis surpris qu'il y ait des gens qui soient étonnés, choqués. Enfin, choqués. On a le droit d'ailleurs d'être choqués. On a le droit de ne pas trouver ça drôle. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ça m'étonne toujours quand les gens disent et surtout les jeunes d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que les fameux gamins qui viennent me voir. J'ai quand même coupé le début. Vous voulez que je vous rappelle du début de la phrase de Régis Maillot? Vous lui dites mais vous êtes en retard, Régis, et il vous dit oui, j'étais au commissariat. Vous lui dites mais pourquoi vous étiez au commissariat? Oh, j'avais oublié de regarder l'âge de. J'avais oublié de demander les papiers d'identité de la fille avec qui j'étais. Ça vous fait rire? Bah oui, c'est amusant, non? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Donc c'est amusant. Alors il y a Gilles, un autre auditeur, qui nous dit faut pas oublier Groland. C'est vrai qu'il y a Groland. Mais il y a une tradition, c'est Charlie Hebdo. C'est effectivement à la télévision. Je pense que, alors c'est pas du tout la même forme d'émission, etc. Mais c'est vrai dans un humour un peu caustique et un peu trash. C'est-à-dire qu'il s'attaque. D'ailleurs, je mets des guillemets au terme attaqué parce que. On est là pour rire, quoi, pour se moquer, et on commence toujours par se moquer de nous-mêmes. Faut pas être, comment on dit, susceptible quand on fait cette émission. Hein, que ce soit moi, que ce soit les chroniqueurs, etc. On commence toujours par se moquer de nous-mêmes. Quand on se moque de soi, on peut après se moquer. Il y a personne qui relit les textes, il y a personne. Jamais.
Non. Il y a mon idole, Stéphane Rose. Ah, Stéphane. Je lui mets des cierges tous les jours parce qu'il me fait hurler de rire. Ah bah Faites pas de blagues déplacées. Non, jamais. Le problème de Stéphane, c'est qu'il a un syndrome Gilles de la Tourette. Il dit les mots bip, 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 tout le temps. C'est ce qui me fait rire. Stéphane Rose, Karine Dubernay, Florence Brunolt, formidable, Ségolène Royal. Enfin, c'est elle qui l'a, je trouve, le mieux imité. Michel Guidoni, Régis Maillot, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jacques Maillot. Ils sont là. Élodie Pou, je ne sais pas si je l'ai cité. Et alors, Élodie, elle est plus dans l'émission, mais elle a été. Les dessinateurs des lignes à l'Est, on peut parler des dessinateurs. Parce qu'il y a les dessins. Il y a Giroud et Stott. Giroud qui sont formidables. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ça va être une grande fête. Ça va être une émission spéciale déjà, comme d'habitude. Ça va être une émission spéciale, c'est-à-dire qu'on va aller déjà jusqu'à minuit, donc elle va être plus importante. Et on aura 6 invités. D'habitude, on en a 2. On a un politique et un invité qui est soit un artiste, un comédien, un chanteur, un journaliste, un écrivain. Voilà. Là, donc, je vais constituer 3 couples d'invités sous cette forme-là. Donc on aura premier couple Jean Lassalle et Mireille Dumas, deuxième couple André Valigny et Patrick Sébastien, et troisième couple Aurélien Pradier et Alex Vizorek. Et je pense que ça va être assez amusant. Et puis j'ai disséminé parce que moi, je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu nostalgique d'une certaine télévision. Et puis je pense que les téléspectateurs justement qui sont relativement âgés de la télévision en général et de la revue de presse en particulier, eux aussi sont probablement nostalgiques de cette époque où on faisait des émissions avec, il y avait de la plume, il y avait de la paillette, quoi. Donc il y aura de la plume, il y aura de la paillette, il y aura de la liberté, il y aura voilà, c'est ça, on est là pour s'amuser. Si vous deviez remettre un Oscar de l'humour à un politique, demande un auditeur, celui qui a été le plus... Jean Lassalle, c'est sûr que il le fait pas toujours exprès. Mais c'est un personnage, il est absolument étonnant, Jean Lassalle. Je citais André Chassaigne, qui est formidable, une drôlerie. Et même chez les plus jeunes, parce que on a traversé un moment, justement, la fameuse période Sarko, Hollande et puis Macron, où les plus ils avaient très très peur, du coup ils se retenaient, etc. Et je trouve que maintenant chez les jeunes politiques, qui souvent sont assez forts en fait. Je parle pas en décision politique, je parle là en communication, etc. Et par exemple, alors je l'ai pas eu sur le plateau, mais je suis sûr que Jordan Bardella, il peut être très bon dans ce genre d'émission. Et Léon Desfontaines, vous voyez, je fais exprès. Et il est super, on l'a eu Pourquoi il n'est pas venu, Jordan Bardella? Vous l'avez invité ou... Oui, on a dû l'inviter. Après, ils choisissent. Et Mathilde Panot? Alors, je ne vous cache pas qu'on l'a pas invitée. Je ne suis pas sûr qu'elle l'aurait justement. Mais peut-être que je me trompe. C'est Philippe Cabrivière, je crois, qui raconte qu'elle s'en va en général. Donc on va pas vers le. Billet, mais franchement, on a invité du Rassemblement National au Parti communiste, en passant par évidemment les autres. On a invité tout le monde et en général, ça se passe toujours bien. Est-ce que vous savez si le caveau, les traditionnels, les théâtres justement où il y a ce genre d'humour, ça continue à faire des entrées le théâtre des deux ânes est toujours là. Après, c'est vrai que ce qu'on appelle les chansonniers, mais vous savez, il y a certains jeunes qui pensent qu'ils ont inventé stand-up, mais en fait, qui pensent que ça vient des États-Unis. Non, ça a toujours existé en réalité. Et donc la France. Je ne sais pas si c'est la France qui l'a inventé ou c'est probablement d'ailleurs la France qui l'a inventé. Et puis voilà, il y a après ça, il y a des chemins différents. Vous voyez, on peut pas. Et c'est ça qui est bien je trouve dans la revue de presse, c'est que je suis entouré de gens qui ont des styles et des univers très différents, mais finalement. Ça va vers le même objectif, c'est-à-dire de faire rire avec l'actualité, quoi. Et voilà. Et vous y parvenez très bien. L'auditeur demande ce qui est devenu Michel Muller. Je sais pas. Michel Muller. Ça vous dit rien? C'est un comédien qui était un peu pince sans rire. Non, il n'a pas fait partie de votre bande. Mais il n'a pas fait partie de l'émission. On ne sait pas, donc on n'aura pas la réponse. Vous tapez sur Internet, Stéphane, pour savoir. Paris Première ce soir, Canal 41 de la TNT, et puis évidemment sur vos box, sur les box partout, 21h05 sur Paris Première. C'est en clair. Ça commence à 21h05 et ça va finir au bout de la nuit. Peut-être au bout de la nuit, car il y aura des plumes et des paillettes. Absolument. Et donc merci beaucoup, Jérôme de Verdière. C'est moi qui vous remercie. À très vite, et nous, on va commenter l'actualité de façon un peu plus austère. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.